Ouvrons maintenant une page consacrée au début des vacances d'été en France, qui signifie pour de nombreux étudiants et bacheliers que s'ouvre une période assez difficile de recherche d'appartements. Les logements sont souvent coûteux, notamment dans les grandes villes, et les jeunes ont beaucoup de mal à en trouver. Un exemple à Lille avec Sébastien Ambert et Médéric Pirker. C'est une journée marathon qui commence pour Chloé et son père Christian. La jeune fille vient à peine de terminer les épreuves du baccalauréat qu'elle cherche déjà un appartement sur l'île pour la saison prochaine. On sait très bien qu'avant les résultats du bac qui vont tomber le 5, derrière ça va être un gros rush. Et malheureusement, les appartements qui vont rester sont souvent les plus mauvais. Sans attendre les résultats du bac donc, la chasse aux appartements a commencé. Juliette et sa maman visitent 5 à 6 logements chaque jour. Le but, trouver le mieux placé au meilleur prix. Entre 400 et 600 euros. Ce qui est primordial, c'est le quartier, que ce soit un quartier sûr, que ce soit pas trop loin de son école. Depuis plusieurs années, beaucoup d'étudiants choisissent la colocation. C'est moins cher et les appartements sont plus grands. Alix et Ségolène viennent de Paris. Problème, avant d'emménager en septembre prochain, elles vont devoir payer juillet et août. Et du coup, on va trouver soit aujourd'hui, ce qu'on a visité déjà là était bien, et on va trouver et on paiera les 2 mois de loyer cet été quand même. Seules les résidences universitaires proposent une option bac et remboursent les arts en cas d'échec à l'examen, ce qui n'est pas le cas dans le secteur privé. Nous ne pouvons pas immobiliser les biens des propriétaires en attendant les résultats du bac. Donc non, l'option bac n'existe pas. C'est vrai que les gens, à partir du moment où ils se positionnent sur un appartement, ils s'engagent et donc signent un contrat de location. À Lille, on compte 150 000 étudiants chaque année qui vont devoir trouver un appartement d'ici la rentrée. Après le transport aérien ces 2 derniers jours, les Français qui doivent se déplacer affrontent depuis 19h ce soir une nouvelle grève, celle des agents de la SNCF. Le mouvement s'annonce très suivi, les perturbations seront nombreuses. Dans le Nord-Pas-de-Calais par exemple, les cheminots ont cessé le travail dès ce midi, comme l'ont constaté Sébastien Ambert, Sofiane Yassine et Médéric Pirker. 17h, gare Lille-Flandre, il faut se dépêcher. Le moindre TER affiché fait recette. Eux ont de la chance, d'autres prennent leur mal en patience. Non, pour l'instant rien. Il y en avait un de prévu, mais ça s'arrête du retard, difficulté de mise en place. Comment vous allez faire pour aller chez vous alors ? Pour l'instant, on ne sait pas. Premier train qui perd. À quelle heure, on ne sait pas du tout. Voilà. C'est un avant-goût pour demain. J'attends. Au pire, m'arranger avec un copain qui m'a laissé son numéro de portable et il me reconduira sur Douai. Ici, la grève a commencé à midi. On compte 140 trains supprimés, un TER sur 3 et un TGV sur 2 circulent. Et ce soir, beaucoup de trains affichent des retards de 15 à 40 minutes. C'était le dernier train normalement qui repartait, donc sinon je peux pas repartir chez moi. Le problème quand on arrive déjà au travail, moi je pointe, donc je suis déjà sanctionnée au niveau des retards, au niveau de mon boulot, et je dois remettre des demi-journées de congé pour régulariser. Les organisations syndicales appellent à la grève ce soir et demain pour protester contre un projet de réforme en vue de l'ouverture du rail à la concurrence. La SNCF a pour vocation maintenant, avec les normes européennes, et c'est bien pour ça qu'on est en train de le restructurer, à rentrer dans ce qu'on appelle la concurrence et en faire un service commercial et puis un service public. Donc ça va avoir forcément un impact. Demain, le trafic sera fortement perturbé partout en France. Les syndicats annoncent déjà un mouvement très suivi. Sandrine a terminé son master de commerce international voilà 6 mois. Et depuis, chaque jour, elle cherche un emploi sur Internet. Des offres exigeant Bac+2 dans la restauration ou encore dans la vente, il y en a par dizaines. Mais rien correspondant à son niveau de formation, un Bac+5. Tout ce qu'on propose, c'est des contrats à durée déterminée. Voilà, donc des contrats de remplacement pour 1 mois, 2 mois, des petites expériences. Mais alors tout ce qui est CDI, il faut oublier. Il n'y en a plus. Non. Les études le montrent, près de 35% des étudiants en Bac+5 sortis d'école en 2007 occupent un poste inférieur à celui que leur diplôme leur permettait d'espérer. Il n'était que 13% il y a 20 ans. C'est le cas d'Anne-Sophie, Bac+5 en communication. Elle est aujourd'hui vendeuse dans ce grand magasin. Oui, la frustration, elle est quand même là parce que j'étais dans une école privée que j'ai dû payer évidemment. Et c'est vrai qu'au niveau du salaire, le salaire n'est pas là et je fais pas non plus le métier auquel j'aspirais. Comme Anne-Sophie, un jeune sur 2 travaille dans un domaine pour lequel il n'a pas été formé. Alors faire de longues études en France, est-ce encore pertinent ? Oui,
car quoi qu'il arrive, plus le niveau de formation est élevé, plus le risque de chômage est faible. Sandrine a 25 ans. Récemment, elle a terminé ses études un bac+5 en commerce international. Et depuis, tous les jours, elle cherche sur Internet des offres d'emploi correspondant à son niveau de qualification. Mais rien à faire. Résignée, Sandrine s'apprête à brader son diplôme et à accepter un petit job. Je n'aurai pas le choix parce que là, ça fait déjà 5 mois que je cherche. Et comme j'ai toujours rien trouvé, je vais finir par accepter un boulot qui n'est pas forcément de ma formation, mais pour gagner au moins un minimum d'argent, quoi. L'argument financier, c'est ce qui a poussé Anne-Sophie à accepter un emploi de vendeuse dans un grand magasin de Lille. Anne-Sophie a pourtant un master en communication. Elle fait partie des 35% des étudiants en bac+5 qui occupent un poste inférieur à celui que leur diplôme leur permettait d'espérer. Un pourcentage en constante augmentation depuis les années 90 en France. C'est sûr que oui, la frustration, elle est quand même là. Et c'est vrai qu'au niveau du salaire, le salaire n'est pas là. Et je fais pas non plus le métier auquel j'aspirais. Comme Anne-Sophie, un jeune sur 2 en France travaille dans un domaine pour lequel il n'a pas été formé. De quoi douter de la pertinence de mener des études longues. Alors, comment expliquer ce phénomène ? Depuis un certain nombre d'années, les écoles, au sens large, produisent par exemple énormément de formations en marketing, en communication. Aujourd'hui, on a besoin de vendeurs, on a besoin de producteurs, on a besoin de gens qui sont sur le terrain. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être aussi un décalage entre la formation des étudiants et les attentes du marché du travail. Malgré tout, certaines filières sont préservées. C'est le cas des ingénieurs ou des bac+5 sortis des grandes écoles de commerce. Autre constat lui aussi positif, plus le niveau de formation est élevé, plus le risque de chômage est faible. Sur les terrasses lilloises, cela ne se voit pas forcément, mais depuis 6 mois, la consommation de bière en café ou restaurant a chuté de 15% en France. En cause, la hausse de 160% du droit d'accise, une taxe spécifique à cette boisson alcoolisée, mise en place le 1er janvier dernier. Pour ne pas perdre de clients, ce patron de bar ne l'a pour l'instant pas répercuté sur ses prix, mais il n'a plus le choix. Ici, boire une mousse sera plus cher dès le mois prochain. Et oui, entre 7 et 10 centimes. Donc 10 centimes sur un demi, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est en francs, ça fait quand même un peu de sous. Et 10 centimes, plus la marge, plus la TVA, etc. À mon avis, ça sera beaucoup plus. Ça sera de l'ordre entre 15 et 20 centimes. Autre conséquence, à la source, côté brasseurs. D'après leur syndicat, la production de bière a baissé en France de près de 17% sur les 6 premiers mois de l'année. Même en juin, début officiel de la saison, les chiffres sont alarmants, d'où l'inquiétude dans cette brasserie artisanale du Nord. Mais c'est vrai que si ça avait tendance à perdurer, forcément une baisse d'activité aura une incidence sur nos investissements. Il faut qu'on reste prudent par rapport à ça. Bon, pour le moment, l'emploi, bien évidemment, n'est pas remis en cause. Cette taxe sur la bière est censée renflouer les caisses de la sécurité sociale à hauteur de 810 millions d'euros par an. Les brasseurs en colère demandent à l'État de faire participer les producteurs de vin, aujourd'hui épargnés. Martine est retraitée, elle vit seule dans cet appartement de Wattrelos. Chaque mois, elle paie bien sûr ses factures de gaz et d'électricité, des factures qu'elle conserve précieusement depuis des années, de quoi constater les augmentations successives de son budget énergie. Ça passe de 70 € par mois, donc mensuel, en 2006, au moment où on est arrivé dans les appartements, à 93 € maintenant, par mois, bien entendu. On n'a pas l'augmentation de nos retraites qui sont aussi fortes. 5% d'augmentation des tarifs de l'électricité dès le 1er août, suivi d'une nouvelle hausse de 5% dans un an. Cela signifie concrètement 35 € de plus par an sur ses factures. Alors, face à son compteur EDF qui tourne, Martine tente au quotidien d'alléger la note. J'ai mis des lampes à basse énergie depuis quelques années, dès que j'ai pu. Les bons réflexes pour limiter sa consommation, on peut les acquérir aussi au Centre communal d'action sociale de Wattrelos. Ici, lorsqu'ils ne peuvent plus payer, les ménages les plus démunis sont suivis, conseillés dans leur démarche de médiation avec EDF. Si toutes ces aides ne fonctionnent pas, parce que la personne ne rentre pas dans les critères, le CCAS intervient et paye une partie de la facture qui reste à solder. Notre objectif, c'est d'éviter à tout prix la coupure.
Le gouvernement a promis d'aider les consommateurs en baissant le coût des abonnements EDF de faible puissance. Mais cette double augmentation de l'électricité ne sera pas la dernière. Les prix pourraient encore s'envoler, plus 30% jusqu'en 2017, afin de renouveler et sécuriser les installations d'EDF. On est un peu la boue. Il faut le faire plusieurs fois. « 70% c'est pas, parce que c'est la première fois que TF1, Au menu ce midi, au choix, des pâtes, du riz, des lentilles ou bien encore des pommes de terre. En tout cas, un féculent. Il paraît que c'est bon pour la santé. Le tout, c'est de ne pas mettre trop de graisse dans vos plats. Quand vous cuisez à la vapeur et puis voilà. Faut pas mettre trop de crème fraîche, quoi. Un peu pour donner du goût. Du goût. Et pourtant, les Français ne mangent pas assez de féculents selon la dernière étude de Nutrinet Santé. Des féculents qui évitent la fringale de l'après-midi grâce au sucre lent. Contrairement à ce que l'on peut penser, manger des pommes de terre donc ne fait pas grossir. Oui, moi je le dis souvent. Rien de tel que des pâtes, des pommes de terre, du pain, c'est bien évidemment des légumes aussi, je nie pas. Je suis quelqu'un qui mange beaucoup de féculents. Allons faire un tour au restaurant. Ici, les pâtes sont une spécialité et pour le chef, les féculents ont mauvaise presse. Il crie à l'injustice. On dit une pomme de terre ça fait grossir, des pâtes ça fait grossir, non c'est faux. Tous les sportifs mangent des féculents. Et c'est pas pour ça qu'ils pèsent 130 kilos. Manger des féculents, oui, mais il faut faire du sport, c'est ce que conseillent les nutritionnistes. Donc il ne faut pas oublier de bouger, parce que si vous mangez féculents puis vous restez assis sur votre chaise toute la journée, ça va pas bien se passer. Résumons donc la situation, on peut manger des pommes de terre si on bouge, c'est d'ailleurs l'une des meilleures façons de garder la patate.